Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Prenez place, installez-vous confortablement. Je suis ravi d'être votre chef de cabine aujourd'hui à PNC aux portes. Armement des toboggans, vérification de la porte opposée. J'ai toujours rêvé de dire cette phrase. Voici le sommaire. Lundi prochain, nous célébrerons la journée mondiale du donneur de sang. À cette occasion, il nous semblait important de faire un état des lieux sur les dons en principauté avec le directeur du centre de transfusion sanguine. Et vous allez voir que la population se mobilise, mais ce n'est pas assez. Nous ouvrirons une page jeunesse avec plusieurs reportages, notamment avec les apprentis collectionneurs, des jeunes chargés de proposer au nouveau musée national de Monaco les œuvres que le musée devrait acquérir. Vous découvrirez aussi une rencontre très enrichissante entre des élèves et des auteurs à l'occasion du prix littéraire Le Coup de cœur des lycéens. Nous irons voir le spectacle Terre de joie, que l'on peut appeler de l'art-thérapie. Cette représentation a été également filmée pour des enfants hospitalisés à Monaco et à Nice. Nous recevrons un psychologue gamer. C'est tout simplement un spécialiste qui utilise les jeux vidéo comme outil lors de ses séances. Ça nous permettra de voir avec lui les bienfaits ou les méfaits des jeux vidéo sur nos enfants. Restez avec nous, vous allez le voir, c'est très intéressant. Et enfin, nous vous ferons découvrir une nouvelle bière locale, la Monte Carlo Beer, et ça sera à votre Focus Info. Mais avant cela, recevons notre premier invité, Dr Hervé Renard. Vous êtes le directeur du centre de transfusion sanguine. Bonsoir. Bonsoir. Quel constat vous faites actuellement sur les dons du sang principauté? On en manque? Alors complètement, puisque pour vous donner très clairement les chiffres, nous avons besoin sur la principauté de 5000 poches de sang et nous prélevons 1800 donneurs. Je tiens à dire, et je remercie ces 1800 donneurs qui ont la gentillesse de donner chaque année. Enfin, vous voyez le delta entre 5000 besoins, 5000 poches de besoins et 1800 dons qui nous arrivent chaque année. Et qu'est-il prévu pour remédier à ça? C'est très simple, nous importons du sang du pays voisin qui lui aussi a ses problèmes, mais enfin il nous aide chaque année et nous fournit ce dont on manque. Qu'est-il prévu en ce qui vous concerne? Il y a une grosse opération la semaine prochaine? Je rappelle que le 14 juin, donc le lundi de la semaine prochaine, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. Et je préfère dire les donneurs de sang parce que c'est la fête des donneurs de sang. Et effectivement, à Monaco, nous allons faire une journée exceptionnelle de collecte de sang sur le site fixe qui se trouve au centre hospitalier Princesse Grasse. Et donc lundi, nous faisons la collecte de 8h à 14h. Et on fait toute la semaine, c'est-à-dire qu'on fera lundi, mardi, mercredi et jeudi. Pour nous, ça sera la semaine mondiale du don sur Monaco. La crise sanitaire a eu un impact sur les dons du sang? Alors oui, puisque nous avons arrêté à cause du Covid, nous avons arrêté ce qu'on appelle les caravanes, c'est-à-dire les équipes mobiles qui se déplacent dans un camion parce que là il y avait trop d'espace restreint et on avait un risque de faire des contaminations. Donc on a arrêté la caravane sur la principauté et nous avons par contre augmenté les plages de prélèvement sur ce fameux site fixe qui est un très beau site. Qu'en est-il d'ailleurs des dons du sang lorsque l'on a été vacciné? Est-ce que l'on peut quand même faire un don du sang? Alors, il n'y a aucun problème, vous pouvez donner votre sang le jour d'après ou même le jour même du vaccin. La seule nuance que je poserai, c'est que si vous avez des réactions, ce qui est tout à fait normal, hein, des réactions de fièvre, de douleur par rapport à la vaccination, là vous serez contre-indiqué pendant une semaine. Mais ce n'est pas le vaccin qui contre-indique, c'est les réactions que vous faites au vaccin. D'accord. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais j'ai l'impression que l'on manque particulièrement de sang l'été. Est-ce que c'est vrai? Et si oui, pourquoi? Alors c'est très simple. C'est très simple puisque les donneurs, oui vous avez raison, on manque de sang surtout l'été, mais en fait on manque de sang pendant les périodes de vacances. Puisque, et c'est un peu normal, les donneurs de sang partent en vacances et j'ai un petit peu l'habitude de dire que malheureusement les malades, eux, ils partent jamais en vacances, ils sont toujours à l'hôpital. Est-ce que les jeunes viennent de plus en plus ou de moins en moins faire des dons du sang? En résumé, est-ce qu'il y a une relève? Alors, il y a une relève, et d'ailleurs c'est un de nos efforts très importants. Hein, on essaye de convaincre les jeunes donneurs à remplacer les plus anciens, hein, puisque je rappelle que le don du sang est ouvert de 18 ans à 70 ans. Donc c'est sûr que les gens qui partent après 70 ans, ils prennent leur retraite du don, si j'ose dire, on les remplace par des jeunes, et c'est un de nos travaux très important de pouvoir motiver les jeunes. Et d'ailleurs, souvent, c'est les anciens qui arrivent à convaincre leurs enfants en fait, de venir donner. Alors, je veux faire un don du sang, très concrètement, qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les modalités? Faire plus de 50 kilos, avoir entre 18
et 70 ans, c'était l'âge pour pouvoir donner son sang, et puis être en bonne santé. Alors être en bonne santé, ça veut tout et rien dire, mais en fait ça veut dire tout simplement ne pas avoir une maladie grave, parce que nous on a deux obsessions qui sont primordiales en don du sang, c'est la sécurité des donneurs, il faut absolument que le donneur n'ait aucun risque à donner son sang, et si par exemple il avait un problème cardiaque, là il y aurait un risque à donner son sang, et effectivement on ne le prendrait pas. Et aussi, c'est la deuxième obsession que nous avons, pas de problème de sécurité pour les receveurs. Un malade, il a besoin de globules rouges, de plaquettes, de plasma. Il n'a pas besoin qu'on lui transfuse un virus en plus. Je voudrais que l'on aborde le sujet des plaquettes. Vous ne prélevez pas les plaquettes. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et pourquoi vous ne les prélevez pas? Les plaquettes, c'est une cellule qui permet aux personnes qui saignent de mieux coaguler. Lorsqu'on manque de plaquettes, on saigne, voilà, très très simplement. Et donc, les gens qui manquent de plaquettes et qui ont des hémorragies, il faut les transfuser en plaquettes. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'en prélève pas, on prélève pas de plaquettes à Monaco? En fait, ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y a deux façons d'avoir des plaquettes. Il y a soit effectivement avec un automate de prélèvement, qu'on appelle une aphérèse plaquettaire, et ça dure pratiquement 2 heures. Et c'est ça qu'on a supprimé à Monaco parce qu'on n'avait pas assez de donneurs pour pouvoir être habilité à le faire. Mais on peut aussi avoir des plaquettes avec tout simplement un sang total. Demain, vous vous présentez sur le site de prélèvement de Monaco, on vous prélève tout, c'est-à-dire qu'on vous prélève ce qu'on appelle le sang total, et nous, on peut tout à fait avec le sang total faire des globules rouges, du plasma et des plaquettes. Et donc, j'ai souvent aussi l'habitude de dire que lorsqu'on fait un don du sang, ce n'est pas une vie qu'on sauve, c'est 3. Parce qu'il y aura un malade qui aura besoin de globules rouges, un malade qui aura besoin de plaquettes et un malade qui aura besoin de plasma. Mais dans votre sang total, il y a les 3 choses. Donc un don du sang, c'est 3 vies qu'on sauve, hein, docteur Hervé Renard. Je pense que le message est passé. Et n'oublions pas que dans moins d'une semaine, le 14 juin, ce sera la journée mondiale du donneur de sang, avec pour slogan cette année, donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. On passe au premier point info avec vous, Christine Datomel, bonsoir. Avec la visite en principauté d'une délégation de la Commission contre le racisme et l'intolérance du Conseil de l'Europe. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Oui, cette commission indépendante créée en 1993 organise des visites dans tous les États membres du Conseil de l'Europe selon des cycles de 5 ans. Elle élabore ensuite des recommandations de politique générale quant à la manière dont chaque pays pourrait traiter les problèmes identifiés et les adresse au gouvernement concernés. Il s'agissait de la 4e visite de cette commission en principauté depuis l'adhésion de Monaco au Conseil de l'Europe en 2004. Une visite qui aura permis de dresser le bilan des mesures mises en œuvre en principauté et d'en initier de nouvelles, notamment en matière de lutte contre le racisme et l'intolérance dans le cadre des nouvelles technologies de l'information. Les experts ont convenu que les situations relevant du discours de haine restent marginales dans une société monégasque pacifiée et ont souligné la qualité des démarches entreprises dans le domaine scolaire. Le Monaco Economic Board rejoint le village francophone Côte d'Azur Monaco. Oui, le MEB peut désormais faire bénéficier ses membres des événements du collectif Village francophone Côte d'Azur Monaco, un collectif qui a pour ambition de connecter en mode figital les acteurs et décideurs azuréens et monégasques de l'économie numérique durable et collaborative en lien avec les 19 pays et 85 territoires de l'Alliance mondiale Village francophone. Cette dynamique à laquelle les membres du MEB auront accès gratuitement et qui se concrétisera tout particulièrement en amont et lors d'événements internationaux et locaux. Une première opportunité qui sera proposée à l'occasion du salon Vivatech à Paris du 14 au 18 juin. La cellule Emploi Jeunes lance un site internet pour trouver un contrat en alternance à Monaco. La cellule Emploi Jeunes du service de l'emploi lance un site internet pour mettre en relation employeurs et étudiants en principauté. Choisir une formation en alternance présente de nombreux avantages et permet de se différencier sur le marché de l'emploi. L'alternance permet aux étudiants, accompagnés par une équipe pédagogique et professionnelle, de découvrir un futur métier, mais surtout d'acquérir une expérience professionnelle pendant leurs études supérieures. Destinée aux étudiants de 16 à
à 26 ans et aux entreprises de Monaco à la recherche d'informations sur le dispositif de l'alternance. Le site présente le fonctionnement, l'actualité et de nombreuses informations pour les différents acteurs. Alors si vous êtes intéressé pour trouver un contrat en alternance, il suffit de se rendre sur le site www.étudesalternance.gouv.mc. Et puisque l'on parle d'emploi jeune et d'alternance, restons dans le thème de la jeunesse. Avec les apprentis collectionneurs, nous suivons chaque année ces jeunes de Monaco chargés de proposer au NMNM les œuvres que le musée devra acquérir. Ils se sont réunis dernièrement à la Villa Paloma. Sandrine Nègre, Orazio Gaggino et Louis Borgia les ont suivis pour vous. Il est le fruit d'un programme initié en 2017 par le NMNM. Les apprentis collectionneurs permettent de familiariser les lycéens à l'art contemporain et aux différentes missions menées par un musée. Il reçoit le soutien de la Sogeda. Après des rencontres et des échanges, les élèves se sont succédés au cœur de la salle, la table des matières, pour défendre et argumenter leur choix. Moi, c'était une œuvre qui questionnait le capitalisme et qui était en rapport avec des jeux à gratter et des jeux de l'art d'argent. C'était toute une connexion avec en plus une œuvre tridimensionnelle. J'ai choisi du coup l'artiste Myriam Crocker, qui est une artiste allemande. Et j'ai choisi en fait deux œuvres. La première, c'est une installation avec des photos en fait, de nuages où elle va poser la question de l'archive des documents. Et la deuxième œuvre, c'est une vidéo, donc ça apporte en fait une modernité puisque c'est du numérique. Plusieurs membres du jury pour écouter ces élèves, Björn Dahlström, Françoise Gamerdinger, Delphine Pastor-Hayes, Sylvain Lison et Célia Bernardsconi. Je trouve que c'est un dispositif en tout point remarquable en termes de compréhension de la mécanique de la création, en termes de professionnalisation également. Et puis c'est très instructif à l'endroit où nous sommes nous, parce que j'imagine et j'espère d'ailleurs qu'un certain nombre de jeunes gens qu'on a le plaisir d'auditionner aujourd'hui vont, certains ou certains, vouloir rentrer dans l'établissement. Et on sait qu'il y a des liens à faire entre ce qu'on appelle Bac-3, Bac+3. En fait, l'idée, c'est vraiment de les mettre en situation comme un professionnel, comme je peux le faire moi-même. J'ai un comité d'acquisition et nous faisons exactement cet exercice-là, c'est-à-dire que l'équipe du musée, soit la conservation, ça peut être aussi des propositions qui émanent du département des publics ou du directeur lui-même, évidemment, qui vraiment va défendre son projet d'acquisition, son œuvre. Et l'œuvre cette année sélectionnée qui va donc être acquise est la suivante, Mal que mer de Rita Ferreira, présentée par la jeune Inès du lycée Albert Ier. On reste dans l'univers des lycéens. Depuis 2007, les élèves de classe de seconde de la Principauté ont l'opportunité de se mettre dans la peau d'un critique littéraire. Le coup de cœur des lycéens rencontre chaque année un franc succès auprès des élèves monégasques et notamment grâce à la rencontre avec les auteurs en lice. Alexandra Pani et Alexandra Marangoni ont justement assisté à cette matinée enrichissante. Ils ont une quinzaine d'années, certains sont déjà des passionnés de lecture, d'autres y goûtent réellement pour la première fois. Le coup de cœur des lycéens permet à ces élèves de découvrir un livre différemment de ceux proposés dans leur salle de cours. Ils ont 1 an pour se plonger dans la peau du jury littéraire. Et pour les aider à cette lourde tâche, une matinée privilégiée est organisée chaque année pour rencontrer et échanger avec les auteurs qu'ils ont sélectionnés. Des tables rondes où chaque classe passe une trentaine de minutes face à l'auteur. Toutes les questions y sont permises. J'ai trouvé que c'est une bonne idée de pouvoir discuter avec eux et d'apporter aussi d'autres précisions ou des choses comme ça qu'ils n'auront pas compris ou des choses qu'ils n'auront pas tout de suite attrapées en fait. Et l'échange était vraiment très très bien, oui vraiment, très très chouette. 4 premiers romans ont été retenus cette année par les lycéens et 5 auteurs présents puisque l'un des livres a été écrit à 4 mains. Mis en place par la Fondation Prince-Pierre de Monaco, ce travail a pour but de sensibiliser les élèves au monde de l'édition et à la littérature contemporaine. On a affaire à un public en général un peu plus âgé, on va dire la vérité. Et là, c'est des jeunes et je sens chez eux cette exigence qu'on ne retrouve pas ailleurs, cette curiosité aussi sur la manière dont on travaille, la manière dont on chemine dans un livre. Moi, j'adore. C'est hyper enrichissant, c'est la première fois que je fais ça, où je me régale, mais vraiment, je me régale. Et je pense que j'apprends même des choses sur moi-même et sur le livre. Et cette curiosité, elle est très singulière et elle est vraiment, c'est un grand plaisir, vraiment un grand plaisir. D'abord timide, les langues se délient rapidement et les élèves ont conscience de la chance unique de pouvoir dialoguer avec l'auteur d'un roman qu'ils apprécient pour en connaître un petit peu plus.
Je suis de base quelqu'un qui n'aime pas forcément lire et ce projet m'a vraiment, ça m'a apporté beaucoup et en fait c'est même été une motivation de se dire ouais je vais lire et je vais même pouvoir rencontrer des auteurs et pour moi c'est une expérience incroyable. Soit sur leur vie personnelle ou bien sur l'histoire qu'ils ont écrite. Par exemple, je sais pas, monsieur Laurent Petit-Mangin qui a écrit une histoire propre à lui. Un prix de 6 000 € est doté par la Fondation Prince Pierre. La cérémonie de proclamation des prix se déroule chaque année à l'automne. Voilà, de jeunes lycéens face à des auteurs. La lecture, c'est bien. Les jeux vidéo, c'est pas mal non plus. Mais est-ce nocif pour la santé, pour le mental? Pour y répondre, nous sommes avec Yann Leroux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue gamer. Je ne connaissais pas. Qu'est-ce qu'un psychologue gamer, tout simplement? Alors, je joue aux jeux vidéo d'abord pour mon plaisir personnel. J'ai rencontré les jeux vidéo un peu comme tout le monde dans les années 80. Et puis, ils m'ont toujours accompagné. Ils m'ont accompagné pendant mes études de psycho. Ils m'ont accompagné une fois que j'étais diplômé comme loisir. Et j'ai découvert ensuite que l'on pouvait utiliser les jeux vidéo comme médiation. C'est pas moi qui ai inventé le principe. Ça a été utilisé par les psychothérapeutes depuis très longtemps. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que déjà avec Mario, avec la Super NES, des psychothérapeutes américains utilisaient le jeu vidéo comme médiation. On va en parler. Donc, être psychologue gamer, c'est utiliser le jeu vidéo comme instrument thérapeutique et puis pour son propre plaisir. C'est-à-dire comme instrument thérapeutique, c'est quand vous avez un jeune patient, par exemple, qui n'arrive pas à communiquer, vous communiquez à travers un jeu vidéo, c'est ça ou pas du tout? C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que l'expérience que les personnes ont avec les jeux vidéo sont des expériences qui sont importantes et elles peuvent être utilisées dans le cadre d'une psychothérapie. Ça permet de comprendre ce que la personne aime, comment elle réagit quand elle est face à une difficulté, comment elle régule ses émotions, à quel moment est-ce qu'elle joue aux jeux vidéo, quel conflit est-ce que les jeux vidéo suscitent dans les familles. Donc, il y a tout un ensemble d'informations critiques pour les psychothérapeutes. Et puis, on peut aussi utiliser un jeu vidéo pour de vrai, comme disent les enfants. Chacun prend une manette où le psychothérapeute regarde le patient jouer. Et dans ce cas-là, on utilise les pouvoirs du jeu pour traiter les difficultés des patients en psychothérapie. Vous venez de donner une conférence auprès d'Action Innocence à Monaco. Quel message vous avez voulu faire passer? Ce qui est important, c'est de dire aux parents que le jeu fait partie du développement des enfants. Les enfants apprennent, grandissent, se développent dans, par et avec le jeu. Et quel est votre point de vue justement sur les jeux vidéo et l'impact sur les jeunes? On a maintenant un recul de 30 années sur la relation entre le développement des personnes et puis les jeux vidéo. On sait que cette relation est plutôt bonne. Ça contraste avec ce que l'on peut trouver dans nos médias favoris. Mais ce que les chercheurs trouvent, c'est que d'une façon générale, les jeux vidéo contribuent au bien-être des joueurs. Alors, c'est-à-dire contribuer avec le bien-être des joueurs. Je voudrais que l'on fasse peut-être un tableau avec les points positifs et les points négatifs des jeux vidéo. On commence peut-être par les points positifs. Ce qui est important, encore une fois, c'est le jeu. Le jeu vidéo permet de développer des compétences dans le domaine de la communication. Pour pouvoir jouer à un jeu vidéo, il faut parler avec quelqu'un. Même quand vous jouez seul, vous avez tout un discours intérieur qui se développe. Je vais faire ci, je vais faire ça. Après tel boss, il va se passer ceci. Il faut que je fasse attention à cela. Il faut que je prenne mes potions de soins, etc. etc. Donc, ça permet d'être en communication avec les autres et puis ça permet d'être en communication avec soi-même. Les points négatifs, est-ce que vous trouvez des points négatifs aux jeux vidéo? Alors, passer des nuits blanches sur un jeu une fois, c'est pas mauvais. Passer des nuits blanches tous les jours de la semaine pendant 3 mois, au bout d'un moment, on rencontre un problème qui s'appelle la dette de sommeil et c'est mauvais. Est-ce que c'est à cause des jeux vidéo? C'est là où il faut y avoir une discussion serrée. De la même manière qu'il n'est pas possible de dire que de jouer à un jeu vidéo va vous transformer en scientifique, va améliorer votre compétence en anglais. Il n'est pas possible de dire que jouer aux jeux vidéo nourrit des comportements problématiques comme l'agressivité ou même est un facteur direct de troubles du sommeil. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a une relation. La relation de causalité n'est pas prouvée et quand on trouve une relation de causalité, elle est toujours faible. Je voudrais que l'on parle peut-être des jeux vidéo violents parce que vous êtes psychologue. Est-ce que ça rend insensible cette violence des jeux ou pas du tout? Je me trompe complètement?
Alors, c'est une thématique qui a été développée par des chercheurs de l'université de l'Ohio, si ma mémoire est bonne, Bushman et Anderson, qui a été développée sur 10-15 ans. Et puis maintenant, on a des nouveaux résultats de recherche qui invalident ce point de vue. Et surtout, on se rend compte que toutes les publications qu'ils ont publiées pendant toutes ces années présentent des biais méthodologiques tellement importants qu'elles sont retirées des revues. Donc, pour faire court, non, ça vous rend insensible sur le temps du jeu, en fait, de la même manière que vous êtes insensible avec votre cousin quand vous le ruinez au Monopoly, qui tombe en pleurs et qui va voir votre tante. Vous étiez quand même content à 12-13 ans, ou alors on n'a pas le même cousin. De la même manière que ça peut être intéressant de faire des headshots sur ce même cousin 30 ans plus tard. Dernière question, quels sont les jeux que vous pourriez conseiller justement, qui peuvent être bons pour la santé, pour le mental, que vous pourriez conseiller aux téléspectateurs ? Tous, en fait. Si ce qui vous fait plaisir, c'est de jouer à la belote, mais jouez à la belote avec vos amis. Si ce que vous aimez, c'est de jouer à un jeu vidéo, jouez à un jeu vidéo. Il n'y a pas de caractéristiques qui feraient qu'un jeu vidéo serait intrinsèquement bon. C'est la rencontre entre le désir des joueurs, les opportunités, on a des amis où on peut jouer en ligne, et puis le type de jeu vidéo qui fait que ça peut être plus ou moins intéressant. Yann Leroux, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci de m'avoir invité. Après les jeunes et la lecture, après les jeunes et les jeux vidéo, les jeunes et la musique à présent, l'art-thérapie était à l'honneur par le biais d'un spectacle-jeu qui s'appelle Terre de Joie. Des musiciens issus de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo ont pu faire partager la puissance des émotions musicales aux tout-petits. Les classes de primaire avaient préparé cette expérience unique depuis le mois de septembre avec leur institutrice. Vanessa Dessy vous en dit plus dans ce reportage. Plus qu'un spectacle, c'est une expérience inoubliable de l'intérieur, méditation créative, respiration, imagination. Sandra Meunier, thérapeute, propose un spectacle-jeu pour les enfants, dans les écoles, dans les centres médicalisés ou encore dans des endroits propices au calme. Le message que je veux faire passer, c'est que quoi qu'il se passe à l'extérieur, on peut trouver de la joie à l'intérieur. Et que si on commence à transmettre ça auprès des enfants, à l'école, on peut imaginer que ça va être des adultes plus épanouis. Désireux de partager leur passion et convaincus par la puissance des émotions musicales, quelques musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo se sont associés à l'événement. L'idée elle est née de la rencontre avec Sandra, donc avec Annabelle, quand elle est venue présenter son spectacle À mourir de joie à Monaco, au Théâtre des Variétés. Et on s'est rencontrés, on a discuté, et à l'époque, elle était en train de créer tout ce processus de Terre de Joie. Et on s'est dit, peut-être avec de la musique, ça pourrait un peu embellir et décorer toute cette histoire. Et on a travaillé, ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce projet, et voilà, c'est comme ça que c'est né. Les enfants étaient invités à vivre des instants de joie individuellement ou collectivement, à échanger et à développer une aptitude au bonheur. Mission réussie, à la fin du spectacle, les tout-petits semblaient vraisemblablement rayonner. J'ai trouvé que ce spectacle était bien réalisé et que ça serait bien de recommencer pour d'autres enfants, pour d'autres élèves. Ça m'a donné de la joie. Je remercie tout le monde. Je trouvais que c'était très bien parce qu'en même temps, Annabelle, elle chantait bien et elle dansait bien. Ça m'a rendu joyeux, vraiment. C'était émouvant, j'ai adoré. J'ai ressenti de la joie. On remercie Annabelle et les compositeurs de la chanson, c'était vraiment trop bien. J'ai pensé que c'était vraiment génial et pour les enfants aussi qui sont malades, c'est bien. Et des pensées collectives. Les enfants malades du centre hospitalier Princesse Grasse et de l'hôpital Lanval ont pu découvrir ce spectacle-jeu via une captation en direct. On referme cette page jeunesse et on vous retrouve, Christinda, sans transition donc, le reste de l'actualité en bref. Initié dans le cadre de l'attribution du prix littéraire et de la bourse de la découverte, le marathon de lecture a pour objectif de partager avec le plus grand nombre les sélections d'ouvrages réalisées chaque année par les membres du conseil littéraire de la Fondation Prince Pierre, Christinda.
Merci Fabien. L'ensemble des sélections sera présenté lors du lancement du marathon de lecture 2021 le 15 juin à la médiathèque. Les lecteurs des médiathèques de la Côte d'Azur auront jusqu'au 31 août pour lire les romans en compétition et partager leurs impressions de lecture. À l'issue de ce marathon de lecture, le lecteur-auteur de la meilleure critique littéraire se verra remettre un bon d'achat d'une valeur de 500 € valable à la librairie Masséna. Il sera également invité à assister à la cérémonie de proclamation des prix ainsi qu'à la soirée organisée par la Fondation en présence des lauréats des prix littéraires le mardi 12 octobre prochain à Monaco. Rendez-vous donc le mardi 15 juin à 15 h à la médiathèque de Monaco. L'entrée est libre et gratuite, mais sur inscription. Pour ce faire, il vous suffit d'appeler le 93 15 29 40. C'est noté. Le 5e colloque des rencontres philosophiques de Monaco, bientôt en principauté. Effectivement, ce colloque se tiendra à Monaco du jeudi 17 au samedi 19 juin. Alors à cette occasion auront lieu la rencontre avec les finalistes du prix 2021, la remise des prix et 4 tables rondes, dont une consacrée à la philosophie et à la bande dessinée, ainsi que pour la première fois un dialogue au théâtre Fort-Antoine. Par ailleurs, les membres fondateurs des rencontres philosophiques de Monaco ont décidé de faire un don à la médiathèque de Monaco des livres publiés par les maisons d'édition et collections ayant déjà reçu la mention honorifique. Le 21 juin prochain, la fête de la musique sera célébrée avec à l'affiche dès 20 h Fada Freddy et sa Saoul enivrante. Cette année, Fabien, c'est dans un format inédit que se déroulera cette édition de la fête de la musique, puisque ce n'est pas au port de Monaco, mais au théâtre du Fort-Antoine que sera organisé le concert gratuit offert par la mairie de Monaco. Il se déroulera sur invitation, emplacement libre, assis, avec port du masque. La distribution des invitations s'effectuera à l'espace Léo Ferré à partir du lundi 14 juin sur présentation d'une carte d'identité monégasque. 2 billets seront délivrés par carte et dans un second temps, s'il reste des places, dès le mardi 15 juin sur présentation d'une carte de séjour. Un mot à présent concernant les inscriptions à l'Académie Régnier 3. Oui, comme chaque année, l'Académie Régnier 3 informe les parents d'élèves de l'ouverture des inscriptions pour la prochaine année scolaire. Alors pour ce faire, rendez-vous sur le site internet de l'Académie, www.academierégnier3.mc. Les demandes de réinscription sont à effectuer du 14 au 25 juin inclus. Attention, aucune demande ne pourra être prise en considération après le 25 juin. Les réinscriptions ne sont plus automatiques, elles doivent faire l'objet d'une demande qui sera validée en fonction du nombre de places disponibles et au regard de la discipline choisie. Quant aux demandes de pré-inscription pour les nouveaux élèves à partir de 5 ans, elles sont actuellement ouvertes et ce jusqu'au 25 juin. Merci Christina. Et ce n'est pas fini pour vous puisque je viens de découvrir que vous étiez également une amatrice de bière et c'est d'ailleurs votre Focus Info. Vous êtes allé à la découverte de 2 jeunes entrepreneurs qui viennent de lancer la Monte Carlo Beer. Retenez bien son nom, elle s'appelle MCB et cette petite blonde s'apprête à faire des ravages. Présente sur de nombreuses tables monégasques et dans les rayons de nos supermarchés, vêtues de rouge ou de blanc, les Monte Carlo Beer sont nées d'une belle histoire d'amitié. Donc Anthony et moi, on se connaît depuis 15 ans maintenant, on est tous les deux de Monaco. On est entrepreneurs depuis l'âge de 22-23 ans, chacun de nos côtés différents. Donc moi j'étais en Asie pendant plus de 10 ans, lui était sur Monaco, mais chaque année on se retrouvait en Asie souvent pour des vacances et puis pour parler un petit peu, pour se porter un peu vers le haut. Et puis en 2018 on a fait notre première expérience ensemble, on a créé un restaurant-bar sur Singapour. Et on s'est rendu compte en fait de l'image, de l'impact que Monaco avait sur les gens, l'image que ça donnait. Et étant grand fan de bière, on a joint les deux choses et on a créé donc une bière de Monaco. Ouais. Et si aujourd'hui de grandes enseignes monégasques comme la SBM, Marché U ou encore Carrefour et des établissements tels que le Jack, le Pinocchio, le Yacht Club, le Gaïa ou encore le Rouge et Blanc se sont déjà laissés séduire, 2 grands groupes internationaux commencent eux aussi à s'intéresser de plus près au MCB. On a le nom Monaco qui est très porteur et très attractif pour les pays étrangers, surtout donc pour l'export. C'est un point en plus d'avoir le nom Monte Carlo sur la bouteille. On a des pays comme des distributeurs à l'étranger comme les États-Unis, comme le Japon, qui nous ont approchés pour goûter déjà la bière, qui sont intéressés pour l'importer dans leur pays. Donc on est en train de travailler sur ça, mais c'est en plein développement. Ouais.
L'objectif, faire de cette petite bière une boisson incontournable à Monaco et à l'étranger. Rentrée en avril dernier chez Monaco Boost, la pépinière d'entreprise a tout de suite remarqué le fort potentiel du projet. Le nom MCB a d'ailleurs été déposé. Ils nous ont vraiment soutenus depuis le début. On a fait une candidature quand ils ont ouvert, c'était en février. Et là, on est rentré en avion, on était les premiers à emménager. Ils nous ont vraiment chouchoutés, on est vraiment contents. On a un beau bureau d'ailleurs si vous voulez passer. Mais à chaque bière, sa recette. William et Anthony ont élaboré la recette de leur bière avec des consignes bien précises. Une étape clé, la MCB a été conçue avec subtilité et amour, mais aussi dans le secret des brasseurs. On voulait vraiment créer un produit qui nous ressemble, quelque chose qui soit très facile à boire, pas trop gazeux non plus, et qui plaise à tout le monde. Donc la directive, c'était vraiment d'avoir une bière, ce qu'on appelle une bière de soif, qui est facile à boire. Vous pouvez en boire, il faut faire attention, il faut boire avec modération, mais on peut en boire plusieurs sans se sentir lourd, sans se sentir vraiment... Donc on voulait vraiment rester sur ce côté-là, sur cette dynamique-là. On a cherché une brasserie pendant un petit moment, on voulait vraiment trouver un partenariat avec le bon brasseur, on trouvait que c'était important d'avoir un produit qualitatif. On a fini ici à Saint-Raphaël, donc avec les brasseurs L'Estérel qui produisent la bière Rivière à bière. On s'est de suite entendu, on a développé la recette ensemble et on est tombé sur la recette qu'on voulait. Donc on a de suite cliqué ensemble et c'est pour ça qu'on a choisi ici Saint-Raphaël. Blonde ou ambrée, la MCB répond à toutes les attentes. Pour la bière, nous, on utilise 4 ingrédients, donc l'eau, le malt, le houblon et la levure. C'est 100% naturel. Les bières artisanales, de toute façon, c'est 100% naturel. Après, d'autres grands industriels utilisent d'autres produits éventuellement, mais chez nous, c'est ça 4 ingrédients. Alors, comment a été préparée la recette? Alors nous, on a 3 maltes différents, 3 paliers de température et 3 houblons. Donc on a notre recette qui est vraiment qui est la signature. Donc c'est des houblons qui vont avoir soit beaucoup plus d'amertume, soit plus d'arôme. Alors en l'occurrence, nous sur notre bière ambrée, le lancement qu'on fait, c'est une bière qui est plutôt assez douce, facile à boire et légère. Et alors 2 bières, une rouge, une blanche. C'est quoi la différence? Alors la rouge, c'est la ambrée, donc c'est la nouvelle sortie, et avant la blanche, c'est la blonde. Donc bière assez légère aussi, rafraîchissante, très facile pour le soleil de Monaco. La blanche tout en légèreté, la rouge plus puissante, le choix des couleurs était trouvé. Rouge et blanc bien sûr pour Monaco, nous on aime beaucoup ces couleurs, puis surtout que les bières, donc, il y a très peu de bières qui ont en packaging une bouteille blanche ou une bouteille rouge, donc on voulait se différencier non pas que sur le côté qualitatif, sur le côté du goût, on voulait aussi faire un packaging sexy qui nous ressemble et qui a un impact, qui attire l'œil du client. Et pourquoi MCB? Nous on a toujours aimé cet acronyme. Monte Carlo Beer, ça coulait de source, mais le côté acronyme nous plaisait vraiment. Et dire voilà, on boit une MCB sur la Côte d'Azur, c'était un rêve qui a une bonne connotation. Ouais. Un rêve qui s'apprête donc à devenir réalité. Une chose est sûre, cette petite bière monégasque a déjà tout d'une grande. Christina, est-ce que le temps permettra de boire avec modération une petite mousse en terrasse ce jeudi? Oui, alors si vous le souhaitez, Fabien, jeudi, le temps qui s'installe est généralement clair. Mais durant l'après-midi, quelques passages nuageux sont prévus. La journée est quand même ensoleillée, parfois nuageuse. Côté température, 20 pour les minimales et 26 pour les maximales. Le soleil se lèvera à 5h46 et se couchera à 21h12. Jeudi 10 juin, nous fêterons les Landry. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. On passe aux photos du jour avant de se quitter. Michael Alési est allé du côté du One Monte Carlo où nous découvrirons très prochainement une nouvelle galerie dont on vous parlera dans une future édition. Le journal, ce jeudi 19h, sera présenté par Émilie Rousseau. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. Au revoir et portez-vous bien.